Bonsoir à tous. 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. 80% sont dans les zones rurales. Les infrastructures de distribution et d'assainissement font cruellement défaut. Le 7e Forum international sur l'accès à l'eau potable se tient en ce moment ici à Abidjan. Législative 2016, les 255 députés qui seront élus au soir du 18 décembre vont pour certains former des groupes parlementaires. Quel en est le rôle, quel est le poids d'un groupe parlementaire sur les décisions de l'hémicycle? Cap sur les législatives traite ce soir ces questions. Procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, était bien présente au tribunal ces jours, mais elle et ses avocats ont encore suspendu leur participation pour procédure non respectée. 3 jours de deuil national au Brésil suite au crash de l'avion qui transportait les joueurs du club de football Chapecoense. Sur les 81 passagers, seulement 6 ont survécu. Le pays est sous le choc. Bonsoir à tous. L'eau potable, un besoin vital auquel de nombreuses populations n'ont pas accès. Le 7e Forum international sur l'accès à l'eau potable en milieu rural s'est ouvert ce matin ici à Abidjan. Environ 600 experts spécialisés dans l'approvisionnement en eau potable sont présents dans la capitale économique ivoirienne. Herman Guivet. De l'eau pour tous, mais pas n'importe laquelle. De l'eau potable, une eau incolore, inodore et sans saveur, comme l'enseignent les livres de sciences. Comment s'y prendre afin que chaque individu vivant en milieu rural puisse en bénéficier? Une question qui s'adresse aux 600 participants venus du monde entier. Il y a 660 000 personnes qui n'ont pas suffisamment accès à l'eau. Et 80% de ces personnes, ils habitent dans les zones rurales. C'est énorme. Devant l'urgence de la situation, il faut trouver des solutions. En Côte d'Ivoire, des efforts sont entrepris par le gouvernement. Dans ce sens, les expériences extérieures sont toujours les bienvenues. C'est tout un ensemble de sujets et de défis qu'il nous faut relever et pour lesquels on l'espère. Au cours de cette rencontre-là, les expériences qu'on va nous montrer, en particulier en provenance de l'Amérique latine, de l'Asie. Des efforts entrepris par le gouvernement qui s'expriment également en chiffres. En milieu rural, l'action du gouvernement s'est faite à travers la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence qui a permis de réhabiliter près de 17 000 points d'eau équipés de pompes à motricité humaine. L'accès à l'eau potable a ainsi pu être amélioré et le taux de panne a été ramené de 57% à la sortie de la crise post-électorale en 2011 à moins de 30% à ce jour, soit une réduction de l'ordre de 30 points en 5 ans. L'objectif du gouvernement est de porter d'ici 2020 le taux de couverture à 82,5% en moyenne, avec 60% dans les zones rurales et 85% dans le domaine urbain. Cette rencontre revêt pour le gouvernement ivoirien un intérêt majeur. C'est une véritable opportunité de réflexion et de partage d'expériences des différents pays et acteurs ici présents pour relever les défis de l'eau, de l'accès à l'eau potable. Le Forum international du réseau des experts pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural se tient tous les 5 ans. L'édition précédente a eu lieu en Ouganda et c'était en 2011. Là, il s'agit d'accès au TIC, la graine de l'avenir, un programme de formation de jeunes étudiants aux nouvelles technologies de l'information lancé ce lundi par le Premier ministre ivoirien. Plus de 200 jeunes ont été sélectionnés dans des centres de formation. Les étudiants retenus bénéficient de bourses d'études en Chine sur une période de 5 années. Gabriel Zani. La graine de l'avenir, ce sont ces étudiants. Parmi eux, certains seront sélectionnés pour intégrer le programme de coopération de futurs talents initié par le ministère de l'économie numérique et de la Poste en partenariat avec Huawei Technologies. Ce lundi, le Premier ministre Nana Kadwan Duncan a lancé officiellement le projet de formation de jeunes dans le secteur de l'informatique et réseau de télécommunications. 232 étudiants issus des centres de formation professionnelle seront choisis le mardi 29 novembre pour former le maillon de talent. C'est la première phase du programme financé entièrement par la multinationale chinoise, un programme d'une durée de 5 ans, scellé par un partenariat qui rapproche un peu plus la Côte d'Ivoire et la Chine. Vu que l'éducation et la formation constituent éléments clés de sa réussite sociale et économique, la Chine attache toujours une grande importance au renforcement des capacités des ressources humaines des pays africains.
Le ministre Bruno Koné salue cet investissement chinois. Je voudrais saluer l'excellence de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et saluer particulièrement la société Huawei Technologies pour son action citoyenne dans notre pays. Investir dans la formation des jeunes étudiants, ce n'est pas seulement œuvrer pour la relève, mais c'est aussi et surtout lutter contre le chômage des jeunes en les orientant vers l'entrepreneuriat. L'enjeu est d'importance et nous devons, pour les réussir, traiter les problématiques par la base. La base, c'est bien sûr notre jeunesse. La voie pour y parvenir, c'est d'abord la formation, parce qu'effectivement, il n'est de richesse que d'hommes. Le développement de l'expertise de la jeunesse dans le domaine du numérique et de l'informatique, un secteur en pleine mutation, est une action louable pour les initiateurs du projet Graines de l'avenir, conclut le Premier ministre. 20h06, tout de suite, cap sur les législatives. Les Ivoiriens vont choisir leurs 255 députés dans moins d'un mois. Quand le Parlement est formé, les députés se regroupent pour certains au sein de groupes parlementaires. Quelle en est l'utilité? Comment fonctionnent ces groupes parlementaires? Gabriel Zani. Après les résultats des législatives du 18 décembre, les élus députés auront en tête un enjeu supplémentaire, la possibilité ou non d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le RADP, le FPI, l'UDPCI, l'UPCI et le LIDER espèrent bien former des groupes parlementaires ou des caucus avec leurs élus, car sans groupe parlementaire, un député n'existe pas, ou presque. Lors de l'examen des projets de loi à l'Assemblée nationale, le commissaire ou l'émissaire du gouvernement qui arrive expose. Quand il finit son exposé des motifs sur le projet de loi, le règlement autorise les groupes parlementaires à faire une déclaration dans le sens, n'est-ce pas, de soutenir ce projet de loi ou de le rejeter. Affilié à un groupe, le député peut prétendre à des postes de responsabilité. Bureau du Sénat, bureau de l'Assemblée nationale, bureau des commissions. Pour former un groupe, il faut un nombre réglementaire de députés. Il faut au moins 8 députés pour former un groupe parlementaire. Et le groupe parlementaire, n'est-ce pas, apporte la diversité dans l'opinion au sein de l'Assemblée nationale. Un député peut évoluer seul à l'Assemblée nationale. Il est donc non aligné. Et cela lui laisse davantage de liberté de parole, mais il serait avantageux pour lui d'appartenir à un groupe parlementaire. Il gagne les sièges en commission, les places dans l'hémicycle et les temps de parole. Les associations de députés se font le plus souvent entre députés de même couleur politique. En cela, ils sont différents des commissions dont la vocation est technique, selon Mamadou Deli. Le groupe parlementaire porte une tendance politique à l'Assemblée nationale. Et les commissions sont formées selon les différents domaines techniques. Tous les projets de loi qui se réfèrent à ce domaine sont analysés techniquement par les députés assistés, n'est-ce pas, d'assistants parlementaires. Si les commissions sont très techniques, le groupe parlementaire, lui, se prononce sur les projets de loi en votant oui ou non. C'est en cela que le député doit aussi obéir à une discipline de groupe, une discipline politique. À l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires de la législature sortante sont au nombre de 5. Groupe parlementaire RDS, 135 membres, président Amadou Soumaoro. Groupe parlementaire PDCI, 90 membres, président Gaston Koné-Ouassena. Groupe parlementaire UDPCI, 10 membres, président Mamadou Deli. Groupe parlementaire Dialogue, 11 membres, président Adolphe Koné-Saraka. Groupe parlementaire Espérance, 8 membres, président Norbert Teke John Wan et un député non aligné. Ce tableau sera-t-il respecté? Les partis politiques l'emporteront-ils sur les indépendants? 255 sièges pour plus de 1000 candidats députés. Tout porte à croire que les sièges à l'Assemblée, à l'hémicycle, seront âprement disputés entre partis politiques et indépendants. Avec ou sans groupe parlementaire, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale appelle à un scrutin apaisé. Il se donne pour mission d'observer, analyser et aussi prévenir pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale. Moussa Konaté. Pour des élections législatives apaisées, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale envisage de déployer des équipes dans plusieurs localités du pays.
Elles auront pour mission de mener des activités sur le terrain afin d'éviter tout foyer de tension et de garantir la paix et la cohésion sociale. À travers donc des moniteurs qui seront dans les différentes localités, et ces moniteurs devront donc observer pour voir les menaces d'incidents, des menaces donc de conflits, et aussitôt proposer des réponses à ces menaces pour les faire disparaître à travers donc un mécanisme que nous allons mettre ensemble qui nécessitera donc une interaction avec non seulement l'organe qui gère les élections, à savoir la commission électorale indépendante, mais aussi avec les autorités locales et avec également les autorités nationales qui sont capables donc d'apporter la réponse. La structure compte accentuer la sensibilisation pour des campagnes saines et un scrutin dans la tranquillité, le tout couronné par l'acceptation des résultats. Observer, analyser et prévenir pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale, c'est le rôle de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour tous les faits ou situations de troubles de cohésion sociale, des numéros sont disponibles. Élection présidentielle en Gambie, la campagne se termine ce soir à minuit et dans 2 jours, le jeudi 1er décembre, les Gambiens vont porter non leur bulletin mais leur bille aux urnes. Un style particulier observé dans ce pays où le taux d'illettrés est très important. Ainsi, les électeurs votent non pas avec des bulletins de papier où sont inscrits les noms des candidats, mais avec des billes. Ces petites boules de différentes couleurs sont déposées dans des bidons de fer au lieu des urnes classiques. C'était déjà le cas lors du dernier scrutin présidentiel de 2011. Ici, en Côte d'Ivoire, après 2 semaines de suspension, le procès de l'ex-première dame devait reprendre aujourd'hui, après confirmation hier des 2 parties. L'accusée était effectivement présente, mais les débats n'ont pas eu lieu. La défense a encore suspendu sa participation, estimant que la procédure n'est pas respectée. Abou Sanogo. Les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo suspendent leur participation à ces assises jusqu'à nouvel ordre. Ils estiment que les droits de la défense ne sont pas respectés. Nous demandons un délai de 2 mois pour respecter les dispositions du code. Mais la Cour peut dire, vous demandez un délai trop long, moi je fixe, par exemple au 1er janvier ou au 2 janvier, et je demande à ce que ces témoins-là viennent. Tant que le droit de la défense n'est pas respecté, nous suspendons notre participation. Des arguments rejetés par la Cour. Selon le procureur de la République, il n'a jamais été question de l'élaboration d'un calendrier de comparution des témoins. La Cour, constatant que l'accusé est incapable de faire comparaître ses propres témoins, a pris une décision pour passer outre l'audition de ces témoins. La défense avait également demandé que la Cour puisse se transporter jusqu'à Abobo, sur les lieux de la marche des femmes d'Abobo, sur le lieu du bombardement de Siaka Kone et autres. La Cour a estimé que les témoins qui se sont succédés à la barre ont été très clairs et qu'un transport sur les lieux ne va rien apporter de nouveau. A donc rejeté cette seconde demande. Dans ce cas, que prévoit la loi? L'article 317 dit que l'avocat qui soit a été choisi ou a été désigné, s'il ne se présente pas, alors le président commet un avocat d'office. Si demain ils se présentent, on va continuer avec eux. S'ils ne se présentent pas, on va constater qu'ils ne se sont pas présentés. Et comme la loi l'a prévu, les autres vont continuer à leur place. Pour la partie civile, les audiences se déroulent selon les procédures. Le procès est fini pour nous. Toutes les parties ont pris position, chacun a dit ce qu'il voulait. Et pour nous, le procès ne peut pas être discrédité, puisqu'ils ont participé jusque-là. L'affaire a donc été renvoyée au mercredi 30 novembre pour la suite de l'audience. Après le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire abrite la 3e assemblée générale du réseau interagence de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest. Les membres du réseau font le bilan de 2 années d'exercice et il s'agit aussi pour eux de proposer d'autres mécanismes de sanctions à l'encontre des personnes dont les biens ont été mal acquis. Francis Boifo. Il est peu connu des populations, mais efficace. Le réseau interagence de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest, à Renvoie, permet aux 15 États membres de la CEDEAO plus Sao Tomé-Principe de saisir ou de recouvrer les avoirs criminels. L'agence judiciaire du Trésor public assure le secrétariat permanent d'Arenwa
créée il y a 2 ans. La rencontre d'Abidjan est une occasion pour les spécialistes ivoiriens qui travaillent à la recherche des avoirs issus de crimes, drogue, blanchiment, criminalité environnementale, de renforcer leur coopération avec leurs collègues des 15 autres pays du réseau. Ces spécialistes vont réfléchir à la mise en place de mécanismes de recouvrement des avoirs différents de ceux dits classiques. Quand vous prenez par exemple un trafiquant d'êtres humains, il peut avoir utilisé un car pour transporter des enfants. Et lorsqu'il est dans les liens, n'est-ce pas, de la justice, le car est saisi parce que considéré comme ayant servi à commettre l'infraction du trafic. Mais on ne s'interroge pas sur les biens et les produits que ce trafiquant a déjà engrangés. Et c'est de cette politique-là que nous voulons sortir et faire en sorte que, pendant que l'instruction se fait pour pouvoir donc avoir des preuves de la culpabilité du délinquant, on puisse également pouvoir le frapper, n'est-ce pas, dans ce qui lui fait le plus mal, c'est-à-dire ses biens et son argent. Le réseau Interagence de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest bénéficie de l'appui financier et logistique des États-Unis d'Amérique et de la France. La 3e Assemblée générale va plancher sur la recherche de financement en vue de le rendre autonome. Passation de charge au ministère de l'Habitat et du Logement social. Niamien Konon a remis les documents officiels du ministère à son successeur, le ministre Mamadou Sanogo. Le ministre sortant est revenu sur certains dossiers prioritaires, notamment le programme de construction des logements sociaux en cours dans le pays. Dans l'univers de la communication, l'Association des présentateurs en langue ivoirienne est allée à la rencontre de son ministre de tutelle. À la recherche de solutions, ces hommes et femmes de médias ont fait part à Maître Afoussata Bambalamine de certaines contraintes liées à leur métier. Le reportage est signé par Gassoro Kone. Rencontre entre la ministre de la Communication, Afoussata Bambalamine, et l'Association des présentateurs en langue ivoirienne. Responsables et membres de cette association sont allés partager leurs préoccupations avec la ministre de la Communication. Vous avez un travail qui est important, un travail d'éducation, de formation. Même si on n'a pas la totalité du journal, le résumé que vous en faites est très bien. On est venu dire merci à Madame la ministre, parce que depuis que Aplani existe, c'est la première fois qu'un membre du gouvernement nous reçoit. Mais avant cette rencontre, Afoussata Bambalamine a reçu des responsables de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, une enseigne lumineuse dynamique, œuvre des étudiants en télécommunication de cet institut. C'est un engagement qu'on avait pris lors des pratiques personnelles. Aujourd'hui, nous sommes venus respecter cet engagement en lui offrant l'enseigne lumineuse. Un don apprécié par la ministre de la Communication. L'ISTC fait preuve d'ingéniosité à travers ses étudiants chaque année. Vraiment, j'avoue que je suis surprise et puis émerveillée chaque fois que je participe aux journées du communicateur. Afoussata Bambalamine a exhorté les responsables de l'ISTC Polytechnique à communiquer davantage à travers les médias et les réseaux sociaux sur les différentes activités et créations des étudiants. Intéresser les jeunes aux technologies de l'information, oui, mais bien plus. Africa Web Festival fait la promotion de ces technologies auprès de tous, hommes, femmes, enfants et même vieux, principalement en Afrique francophone. Pendant 3 jours, visiteurs et professionnels vont découvrir les tendances et les innovations, se former et nouer des relations d'affaires. Isaïo. La 3e édition d'Africa Web Festival ouverte. Vitrine régionale, continentale et internationale du numérique, Africa Web Festival est depuis 2014 un événement de promotion et d'émulation des technologies, de l'information et de la communication en Afrique francophone. Pendant 3 jours, les visiteurs et les professionnels ont l'occasion de découvrir les tendances et innovations, de se former, de nouer des relations d'affaires et de se rendre visible. Cette plateforme est la bienvenue parce que ça va permettre aux jeunes étudiants de venir échanger avec les fournisseurs, plus connaître le monde du numérique et puis échanger aussi avec le monde extérieur. Initié par Mariam Sidiawara, Africa Web Festival est aussi une lucarne pour les exposants de démontrer leur savoir-faire dans le domaine du numérique. Depuis le Massa, depuis le FEMUA, la RTI s'est donné pour ambition de diffuser tous les grands événements sur la plateforme numérique. Donc nous sommes un partenaire privilégié pour tous les grands événements. Notre mission principale, c'est de simplifier la vie du citoyen et la vie aux entreprises en dématérialisant un certain nombre de processus. Mais pour consommer ces services et ces processus, c'est via le web. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse est TIC, la jeunesse est téléphone portable.
Et donc les informations qui intéressent la jeunesse sont disponibles à travers ces supports que la jeunesse utilise. L'agriculture, la santé et l'éducation sont des domaines mis en valeur par le festival. Nous travaillons aujourd'hui sur les fondements d'une économie numérique forte. Mais ces fondements, c'est pour faire en sorte que nos jeunes, justement, puissent créer de la valeur, puissent créer des emplois, puissent se prendre en charge et puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Cette 3e édition d'Africa Web Festival s'achève le 1er décembre prochain. Elles sont loin d'être des adeptes de nouvelles technologies, mais grâce au numérique, un projet innovant se lance dans l'alphabétisation de 260 femmes des marchés de Yopougon et de Port-Boué. Elles pourront apprendre à lire et à écrire en tout lieu et en tout moment grâce à une application pour smartphone. Le reportage de Moussa Konaté. C'est une innovation dans le domaine de l'alphabétisation. Un smartphone avec une application pour apprendre à lire et à écrire aux femmes. Le projet est dénommé MBC, une initiative de la représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, avec l'appui de partenaires. Près de 99% d'entre elles ont au moins un téléphone portable. Il y en a qui ont même des tablettes. Et donc, l'innovation que nous apportons, c'est comment exploiter ces potentiels des TIC au profit de l'alphabétisation. Avec les téléphones cellulaires, toutes les leçons sont enregistrées sous forme de vidéo. Donc l'apprenant est totalement autonome pour apprendre avec la méthode MBC. Dans les téléphones, tout est dedans. Il n'y a qu'un moniteur, un alphabétiseur qui passe de temps en temps pour évaluer quelles sont les difficultés et pour guider l'apprenant. Selon l'Institut national de la statistique, en 2015, le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire s'élève à 45%. Chez les femmes, le taux est estimé à 36,3% contre 53,3% pour les hommes. Convaincu de l'impact de l'alphabétisation des femmes sur leur autonomisation, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, soutient le projet. Nous appréhendons la limite des mécanismes d'alphabétisation traditionnels. Nous devons aussi regarder du côté de cette frange importante de la population nationale dont l'apport à l'essor de notre économie est incontestable, mais à qui il manque des compétences élémentaires du fait de l'analphabétisme. Ce projet d'alphabétisation numérique démarre avec 260 commerçantes des communes de Yopougon et de Port-Boué. Il est prévu s'étendre à d'autres femmes. À Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il est question d'alphabétisation et aussi d'apprentissage professionnel. La Fondation Children of Africa a offert un lot d'équipements à l'Institut de formation et d'éducation féminine. Des kits d'apprentissage pour la couture, la coiffure, aussi la cuisine et des tables-bancs, le tout d'une valeur de 10 millions de nos francs. Abiba Dambélé Saoué. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée le samedi 26 novembre dans l'enceinte de l'Institut devant les autorités du département et des populations. La présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a offert des casques, des machines à coudre, des congélateurs, des kits d'alphabétisation, des tables-bancs ainsi que des accessoires de couture, de coiffure et de cuisine. La valeur de ces dons, 10 millions de francs CFA. Intervenant à cette occasion, Mme Cissé Aïssato, responsable de l'éducation et de la formation à la Fondation Children of Africa, s'est adressée aux populations et les a exhortées à scolariser les jeunes filles. Chers parents de Sinématiali, Mme Dominique Ouattara me charge de vous dire qu'elle est de cœur avec vous et qu'elle sera toujours à vos côtés, particulièrement pour soutenir les femmes et les enfants du département. Je vais demander à mes parents d'encourager nos jeunes sœurs à fréquenter ce centre de formation qui leur permettra de se réaliser et surtout de s'épanouir en tant que femme à part entière. M. Bini Kofi Etienne, préfet du département de Sinématiali, a rendu un hommage appuyé à l'illustre bienfaitrice, Mme Dominique Ouattara, qui a toujours lutté pour que la famille, la femme et l'enfant retrouvent leur place dans notre société. Au nom de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, de la région du Poro, Mme Guessan Rosina, conseillère d'éducation préscolaire, a souligné que cet appui en matériel permettra d'engager le combat de l'autonomisation de la jeune fille par l'éducation et l'apprentissage des compétences de vie. Les heureuses bénéficiaires ont tenu, elles aussi, à exprimer leurs sincères et vifs remerciements
à leur bienfaitrice et promis d'en faire bon usage. Enfin, Koulibaly Arsène Émile, président de la mutuelle de développement de Cinématiali, MUDES, a exprimé son infinie gratitude à la présidente fondatrice de Children of Africa. Il a profité de cette tribune pour présenter ses condoléances à la généreuse donatrice suite au décès de son père. Dans le domaine sanitaire, le gouvernement ivoirien a initié en août dernier un système de financement par performance. Les districts sanitaires sont engagés à faire le maximum pour des soins et des prestations de qualité. Franck Wadio. Le centre de santé rural de Kayeta, le centre urbain de Bono, l'hôpital général d'Anyama et le district sanitaire de Cocody-Benjéville primés. Plus de 90 millions de francs CFA repartis entre les districts sanitaires de Cocody-Benjéville, d'Anyama, de Boisflé et de Saint-Fra. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec ses chèques récompense, les 12 meilleures performances enregistrées au cours des périodes août-septembre 2016 dans le cadre de la phase 1 du projet pilote du financement basé sur la performance. Qui ont pour but d'améliorer la qualité des prestations dans nos centres de santé à travers des approches novatrices. Ces approches novatrices consistent à octroyer des points de bonus aux structures sanitaires qui satisferont aux indicateurs de base tels le nombre d'accouchements assistés et la couverture vaccinale. Donc c'est l'ensemble de ces indicateurs pour chaque trimestre que nous collectons les résultats et nous transformons ces résultats en plus-value monétaire. En clair, ont été primées les structures sanitaires qui auront répondu aux critères de performance édictés par le financement par performance. L'hôpital de Kayota dans le district sanitaire de Saint-Fra est premier au niveau rural. L'État ivoirien fait ses efforts, mais nos structures sanitaires sont pour la plupart mal loties sur le plan de la qualité des infrastructures. Et voilà des fonds qui vont aussi aujourd'hui nous permettre d'améliorer ces conditions-là à travers l'achat de matériel. Une remise de chèques pour le paiement des primes de performance de la phase 1. 19 districts sanitaires sont concernés par cette phase pilote qui durera 2 ans. Les résultats détermineront leur passage à l'échelle nationale. Le projet est soutenu par la Banque mondiale. 81 passagers, seulement 6 survivants. Le Brésil est sous le choc après le crash de l'avion qui transportait les joueurs du club de football de Chapecoense. L'équipe brésilienne se rendait dans le nord-ouest de la Colombie pour la finale de la Copa Sudamericana, la deuxième plus grande compétition de clubs d'Amérique latine. Il y avait aussi dans l'avion des journalistes, des membres de l'équipage et des encadreurs de l'équipe. Le président Michel Temer a déclaré 3 jours de deuil national. Ce sera ce dimanche les obsèques de l'ancien président cubain. Fidel Castro, décédé à l'âge de 90 ans, a déjà été incinéré. De nombreux dirigeants étrangers sont conviés à une cérémonie officielle d'hommage aujourd'hui mardi sur la place de la Révolution à La Havane. Les présidents français, américains et russes ont déjà indiqué qu'ils ne seraient pas présents. Direction Madagascar pour découvrir les cyclopousses et les pousse-pousses, moyens de transport utilisés à Antsirabe, 3e plus grande ville malgache. Cette ville du centre de l'île a abrité les assises de l'Union de la presse francophone. Les 300 journalistes présents pour l'événement ont eu affaire aux tireurs pour se déplacer dans la ville. Découvrons-les avec Thérèse Yoboué. Michael a 39 ans. Il est marié, père de 3 enfants. Il est tireur de pousse-pousse depuis 7 ans. Il gagne par jour 10 000 ariari, monnaie malgache, environ 2 000 francs CFA. Michel, lui, a 30 ans. Il est tireur de cyclopousse. Il gagne 4 000 francs CFA. Michel, tout comme ces milliers de tireurs, sont de conditions modestes. Ils viennent des villages environnants ou des bidonvilles d'Antsirabe, 3e ville malgache. Ils sont considérés comme des personnes de la basse classe. Ainsi, ils sont 25 000 au total à arpenter les rues d'Antsirabe à la recherche de clients. Ils sont le plus souvent en attente devant des édifices publics, restaurants, magasins, hôtels, écoles. Ces tireurs ne sont pas propriétaires de ces engins. Ils les louent soit pour la journée à 300 francs CFA pour les pousse-pousse et 650 francs CFA pour les cyclopousses. Tireur de pousse-pousse ou cyclopousse, un métier qui demande de l'endurance.
Le prix de la course est fixé en fonction de la distance, mais également du temps. En saison de pluie, par exemple, les prix grimpent. À noter que l'étranger paye souvent un peu plus cher, parce que lui, il a des euros, disent-ils. Il y a une différence entre le cyclopousse et le pousse-pousse. Le pousse-pousse, plus ancien dans la région, est un engin à 2 roues, l'équivalent des autos en Côte d'Ivoire, avec 2 places assises. Le cyclopousse, lui, est relativement commode. C'est un tricycle avec 2 places assises, protégé des rayons du soleil et de la pluie. Les cyclopousses ont fait leur apparition en 2008 à Ansirabé, après Tamatave. 2 autres villes malgaches viennent de voir les cyclopousses dans les rues. Diego au nord et Tulia dans le sud. À Antananarivo, la capitale de la grande île, il n'y a pas de cyclopousses, mais des pousse-pousse pour le transport des marchandises. Voilà, Thérèse Tapeyoboué nous a fait découvrir les cyclopousses et les pousse-pousses, moyens de transport utilisés à Antsirabé, 3e plus grande ville de Madagascar. En août 2015, le chef de l'État ivoirien lançait l'opération d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. 4500 victimes prises en compte dans la première phase. Plus d'1 an après, où en est l'opération? Que sont devenus les blessés et les ayants droit des personnes décédées? Comment sont-ils pris en charge? À quand la grande phase d'indemnisation? Retrouvez les réponses à ces questions et bien plus dans le magazine Focus. Ce sera après ce journal, bien sûr, sur RTI 1. Voilà, merci donc de rester avec nous. Merci de votre attention et excellente fin de soirée à tous.